No, no, grupo. A ver, apriete. A ver, apriete. No, no, grupo. A ver, apriete. No, no, grupo.
Kisho naifaa vile. Shutama nani? Komanda Sego. Jambo wa Kongomani. Tunawasalimu sana kwa jumla nyinyi wote. Hapa ni General Maesha Kasha Simba Wankutu. Tunabaonesha kazi yenye tuko tunafanya kwa kupiganisha adui. Jana siku ya sita tulipiga adui jana Bwaungu na Burale. Leo siku ya Mungu tunapiga adui Bwaungu, Burale, Walungu na Kanyola. Muangalie arme hii yenye tumemunyanganya, ni arme kubwa sana. Hizi ni arme za Amerika. Tumeomba population yetu ya Kongo itunge mkono. Tuko tayari kubambana na adui. Tutamutosha mu Walungu, tutamutosha na province ya Sud Kivu, tutamutosha na province ya Nord Kivu. Na mahali kote kwenye atapatikana. Kisho naifaa vile. Shutama nani? Komanda Sego. Jambo wa Kongomani. Tunawasalimu sana kwa jumla nyinyi wote. Hapa ni General Maesha Kasha Simba Wankutu. Tunabaonesha kazi yenye tuko tunafanya kwa kupiganisha adui. Jana siku ya sita tulipiga adui jana Bwaungu na Burale. Leo siku ya Mungu tunapiga adui Bwaungu, Burale, Walungu na Kanyola. Muangalie arme hii yenye tumemunyanganya, ni arme kubwa sana. Hizi ni arme za Amerika. Tumeomba population yetu ya Kongo itunge mkono. Tuko tayari kubambana na adui. Tutamutosha mu Walungu, tutamutosha na province ya Sud Kivu, tutamutosha na province ya Nord Kivu. Na mahali kote kwenye atapatikana. Kisho naifaa vile. Shutama nani? Komanda Sego. Jambo wa Kongomani. Tunawasalimu sana kwa jumla nyinyi wote. Hapa ni General Maesha Kasha Simba Wankutu. Tunabaonesha kazi yenye tuko tunafanya kwa kupiganisha adui. Jana siku ya sita tulipiga adui jana Bwaungu na Burale. Leo siku ya Mungu tunapiga adui Bwaungu, Burale, Walungu na Kanyola. Muangalie arme hii yenye tumemunyanganya, ni arme kubwa sana. Hizi ni arme za Amerika. Tumeomba population yetu ya Kongo itunge mkono. Tuko tayari kubambana na adui. Tutamutosha mu Walungu, tutamutosha na province ya Sud Kivu, tutamutosha na province ya Nord Kivu. Na mahali kote kwenye atapatikana. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éveil National. C'est encore un plaisir de savoir que vous êtes là. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous M. Gaston. Avec lui, nous allons parler de l'historique de la guerre dans la partie Est et nous allons évoluer. Il est déjà dans nos murs. M. Gaston, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien. Oui, tout va bien, nous allons très bien, j'espère vous aussi. Voilà, ici on commence à avoir du soleil, sinon le reste, ça va. Monsieur Gaston, aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent contre le dialogue, puisque vous avez été aussi contre le dialogue avec le M23. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Kagame en tant qu'un démon de la République démocratique du Congo. Et je ne sais pas si vous pouvez nous donner une petite historique depuis les années 1960 avec le dossier des réfugiés qui sont arrivés en RDC comme les Banyamulenge et ce que nous vivons aujourd'hui. Merci pour cette question, monsieur le journaliste.
Oui, en fait, les Banyamulenge, c'est un nouveau nom que les Tutsis se sont attribués lorsqu'on a attaqué. Donc, Kagame a attaqué le Congo pour la première fois en 1996 ou 96, si vous voulez. Et Banyamulenge, si vous regardez dans l'histoire de la Belgique, du Congo, les ethnies qui peuplent la République démocratique du Congo, tu ne verras nulle part l'ethnie qui s'appelle Banyamulenge, tout comme les Tutsis d'ailleurs. C'est une ethnie qui n'a jamais peuplé la République démocratique du Congo. Par contre, on peut trouver les Bahutus, ça existe, et d'autres ethnies. Il y en a quasiment plus de 250 ethnies. Mais tu ne verras jamais l'ethnie Tutsi au Congo. Alors, je commence par ça parce que vous me posez la question concernant l'arrivée des Banyamulenge à l'est du Congo dans les années 60. Il faut savoir que ces Tutsis venaient du Rwanda. Alors, comment ils ont quitté le Rwanda? Et au Rwanda, c'était un royaume. Ici, je précise que l'ouest du Rwanda, ce qu'on appelle, ce que vous avez vu, la ville tout près, par exemple, de Goma, Gisenyi, et Ruengeri, une partie de Cyangugu, donc en face de Bukavu, du côté du Rwanda. Ces régions, cette zone qui est à l'ouest du Rwanda et à l'est du Congo, n'est devenu le Rwanda, n'a intégré le Rwanda qu'en 1920-23. Et ça avait commencé avant avec la pression des Allemands qui ont commencé déjà à chercher à intégrer cette région dans le Rwanda, parce que le Rwanda c'était vraiment un petit minuscule pays et qui n'avait pas justement cette partie. C'était la préfecture de Gisenyi, Ruengeri et Cyangugu et Kivuye. Donc, c'était pas vraiment le Rwanda. Alors, à cette époque, le Rwanda, j'essayais d'aller un peu plus vite, le Rwanda était dirigé par un roi qui avait le pouvoir absolu jusqu'à dans les années 1950. Mais juste quelques mois avant, ici je rappelle que les Hutus n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ils devaient travailler pour les seigneurs Tutsis. Donc, en 1959, les Hutus se sont révoltés parce que les Hutus qui avaient pu fréquenter les grands séminaires, les autres écoles étaient interdites aux Hutus. Ils ont demandé à ce que tous les habitants du Rwanda, les Hutus, les Tutsis, les Twa, soient traités de la même façon par le roi. Ce que le roi a refusé parce que le roi était Tutsi et les conseillers du roi avaient bien répondu. J'ai des écrits de ce que je dis maintenant. Et le roi Tutsi les conseillers du roi Tutsi avaient dit qu'il n'avait rien à voir avec les Hutus, que les Hutus qui appelaient les Tutsis les frères, que ce n'était pas le cas, qu'ils n'étaient pas des frères. Et à partir de ce moment, donc en 1958, les Hutus ont commencé à se révolter parce que le roi, avec le pouvoir absolu, il décidait, c'est pas qu'il pouvait, il décidait de chasser un Hutu par exemple de ses biens, ou bien de lui prendre sa femme, et le Hutu n'avait aucun droit sur ses biens. Donc en 1959, il y a eu un référendum, les Hutus ont dit aux Tutsis que comme les Tutsis ne les considéraient pas comme des frères, et les Hutus voulaient une république. Et dans les années 60, donc en 1960, la révolte a continué. Et c'est à ce moment-là que l'ONU, donc à l'époque SDN, la Société des Nations, a décidé de considérer le Rwanda comme une république. Et donc, le roi ayant perdu son pouvoir, le conseil du roi avait perdu aussi son pouvoir. D'ailleurs, parmi les conseillers du roi, ici je le précise bien, il y avait aussi le père de Kagame. Et ces gens, je dis bien les extrémistes Tutsis, à cette époque, ils ont bien dit qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir un Hutu au pouvoir les diriger. Les extrémistes Tutsis, ils ont quitté le Rwanda
Mais les autres, je dirais les modérés, ou ceux qui voulaient vraiment la cohabitation, sont restés au Rwanda. Les Tutsis sont restés au Rwanda. Mais les extrémistes, ils sont partis. Ils sont partis dans les pays limitrophes. D'abord au Burundi, et puis au Congo, et puis en Ouganda. Et ceux qui sont arrivés au Congo, ils ont été aidés à partir déjà, quitter le Rwanda, ils ont été aidés par certains Hutus et les Belges qui étaient au Rwanda. On les a installés à l'est du Congo. Donc c'est dans les années 60. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés au Congo. Ils ont, après l'arrivée dans des pays limitrophes, ils ont déjà commencé à attaquer le Rwanda, à tuer. Donc déjà, ils ont voulu renverser le pouvoir en place à cette époque, en 63, en 67, 68. Ils n'ont jamais cessé d'attaquer le Rwanda. C'était surtout les attaques qui venaient de l'Ouganda, via les volcans, la région volcanique, et puis du Burundi aussi, dans la région qu'on appelle le Bugesera du Rwanda. Et au Congo, ils ne venaient pas par contre. On recrutait au Congo, on les faisait passer par le Burundi, et de Burundi, ils attaquaient le Rwanda. Pourquoi c'était facile de le faire via le Burundi? Parce qu'au Burundi, à cette époque aussi, c'était des Tutsis qui étaient au pouvoir. Et les attaques n'ont jamais cessé. Et à cette époque, ce que vous appelez les Banyamulenge, c'était toujours des Tutsis, ça n'existait pas. Mulenge, en fait, c'est une colline, juste une colline qui se trouve non loin de Bukavu. Donc entre Bukavu et Uvira, c'est tout. Ce n'est pas une ethnie. Ils ont dit Banyamulenge. Banyamulenge, en Kinyarwanda, ça veut dire ceux qui viennent de cette colline-là qui s'appelle Mulenge, c'est tout. C'est comme on dit, vous parlez de Kinois. Donc ce n'est pas une ethnie, ce sont les gens qui viennent de Kinshasa. Et on parle de Goma Tracien. Donc ce sont les gens qui habitent à Goma. Et ils ont dit Banyamulenge. Donc ce sont les gens qui viennent de cette colline. Donc dire aujourd'hui que les Tutsis au Rwanda et au Congo ont été maltraités, c'est un mensonge parce que au Rwanda, depuis les années 60, les hommes d'affaires les plus riches au Rwanda, c'était des Tutsis. Que ce soit du temps du premier président Mbonyi Mutwa, le deuxième Grégory Kayibanda, et du temps de Habyarimana, c'était des Tutsis. Je peux vous citer le nom. D'ailleurs, beaucoup de ces Tutsis ont été tués par Kagame. Ici, je peux parler de M. Rwigara à Singapour, un milliardaire, je dirais, un millionnaire en dollars rwandais, qui a été assassiné en 2000, je crois c'est en 2015, si je me souviens très bien, par Kagame. Et il y en a d'autres qui ont été assassinés, d'autres ont fui. L'autre homme d'affaires très riche au Rwanda à l'époque, qui s'appelle Majyambere Silas, il s'était réfugié maintenant, c'est un tout, il est réfugié en Belgique. Donc, tous ces gens avaient vraiment une vie facile, ils n'ont jamais été maltraités. Au Congo, vous connaissez M. Bisengimana, ce monsieur, c'est un Tutsi, originaire du Rwanda, mais qui était parmi les hommes les plus riches et les plus influents au Congo. Alors, qu'est-ce qui manquait pour qu'ils se mettent à massacrer les Africains, je veux dire? C'est parce que ce qui leur manquait, c'était juste une domination. Ce qu'ils veulent, quand je dis ils, c'est Kagame et tous ceux qui sont autour de Kagame, c'est juste soumettre les autres ethnies et les exploiter. Ici, je peux rappeler, je l'avais touché à un mot, que le papa de Kagame faisait partie de ceux qui ont tué les attaques qui ont lié au Rwanda dans les années 1956, 57, 58. Beaucoup d'attaques étaient dirigées par le père de Kagame. Ici, c'est pas moi qui le dis, mais ça a été dit et confirmé par un ancien garde du corps de Kagame, un Tutsi qui vit au pays, en Angleterre, qui s'appelle Noble Marara. Et il tuait ces gens avec sauvagerie. Et il utilisait une épée. Et cette épée a voulu d'ailleurs, cette famille a voulu la donner à ce monsieur Noble Marara qui a refusé. Il le dit bien lui-même. On a failli l'assassiner d'ailleurs il y a quelques années. Kagame avait envoyé aussi un escadron de la mort pour qu'on tue ce monsieur qui racontait le passé de Kagame et surtout
les crimes que le père de Kagame avait commis. Ce que Kagame fait aujourd'hui, il continue ce que sa famille et les amis, les extrémistes vraiment qui étaient proches du roi, faisaient au Rwanda dans les années 58, 59, 60 et il continue aujourd'hui. Le problème c'est qu'il continue au Rwanda, au Congo et il veut continuer au Burundi. Et c'est ça le gros souci. En peu de mots, voilà l'historique de ces extrémistes qui n'ont aucun pitié envers personne, monsieur le journaliste. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que le père de Kagame a contribué à tuer plusieurs Rwandais. Est-ce qu'on peut confirmer qu'aujourd'hui, Kagame ne fait que suivre le pas de son père? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Vous avez dit quelque part que Paul Kagame, le père, a tué aussi plusieurs Rwandais, ou si je ne m'abuse pas. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Paul Kagame, aujourd'hui, est en train de continuer la mission de son père? Tout à fait. Et il fait pire que ça. Le père de Kagame était un des miliciens les plus influents du roi. Et il a massacré beaucoup de Rwandais au Rwanda dans les années 50 jusqu'à 59 avant de quitter le Rwanda vers le Burundi parce que Kagame a quitté le Rwanda en 1959. Je pense qu'il avait 2 ou 3 ans. Il a d'abord passé quelques années au Burundi avant de partir en Ouganda. Et son père était parmi ceux qui passaient l'État à massacrer les Hutus au Rwanda. C'était qu'il avait même été condamné pas par les Hutus, mais par un tribunal qui avait été installé par la Belgique pour poursuivre justement les criminels qui tuaient les Rwandais sur les collines du Rwanda. Ici, je peux aussi rappeler aussi que, je ne sais pas si vous avez vu le Twitter ou le X du fils de Museveni Muhoza, qui disait que Kagame n'avait pas assez tué et que son objectif, donc le fils de Museveni, son objectif est de faire comme Kagame et s'il le faut faire mieux que Kagame, donc tuer plus de gens. Ces gens, ils n'ont qu'un objectif, c'est massacrer les gens. Je fais cette liaison avec le fils de Museveni parce que Museveni a ses origines aussi au Rwanda. C'est un Tutsi qu'on appelle, c'est Munyankore, donc les Tutsis qui vivent en Ouganda. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le fils de Museveni dit que Kagame c'est son oncle. Donc il dit qu'il va faire comme son oncle ou faire mieux que son oncle. Quand le ADF, le terroriste ADF qui sème la peur, la désolation, la mort dans l'Ituri au Congo, massacre les gens, ils ne font pas considérer ces gens comme des terroristes normaux, je veux dire. Mais il faut voir que derrière tout ça, il y a Kagame et le fils de Museveni derrière ADF. Et quand ils disent que l'armée de Museveni va venir au Congo pour neutraliser ADF, rappelez-vous, ça fait des années que l'armée de l'Ouganda entre dans cette région avec l'accord des autorités congolaises, mais ils n'ont jamais démantelé ADF. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais c'est leur créature. Ce n'est pas l'armée ougandaise qui va démanteler ADF, mais c'est un prétexte pour venir encore massacrer les Congolais parce que c'est leur créature. Ils ne vont pas éliminer ADF. Alors, ADF est utilisé par les autorités ougandaises. Mais comme Kagame utilise le M23 et Nanga et compagnie pour venir au Congo. Voilà, messieurs le journaliste. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, il y a des sanctions qui tombent contre le Rwanda. Est-ce que ces sanctions-là peuvent changer quelque chose sur le terrain? Alors, oui, ces sanctions peuvent changer quelque chose. D'ailleurs, ces sanctions ont commencé à changer quelque chose. Je vous le dis parce que vous suivez aussi bien que moi. Au Rwanda, c'est la panique. C'est la première fois que les Américains prennent des sanctions contre les proches de Kagame. Quand je dis les proches, c'est vraiment les confidents les plus proches de Kagame. Et si vous avez bien suivi, on
on vise aussi la femme de Kagame via une association qui transférait des sous ou l'argent du Rwanda vers les comptes bancaires aux États-Unis. Donc, ça, elle aussi, elle est visée. On a commencé par les deux cas de Kagame, M. James Kabarebe, mais au fait, quand on touche James Kabarebe, on touche indirectement Kagame. C'est pour ça que Kagame était très nerveux, très fâché contre les autorités américaines, parce qu'il sait qu'indirectement, il est dans le viseur en fait des autorités américaines. Et quand on parle aussi, et ça a été publié sur Twitter ou X si vous voulez, que voilà l'association, je pense que ça s'appelle AGOA, un truc comme ça, de la femme de Kagame, devait être poursuivie et qu'on avait fait une demande à l'administration Donald Trump pour que l'utilisation abusive des services bancaires américains soit, ces gens qui ont abusé, soient poursuivis et condamnés. Et ça, on a donné l'exemple donc de la femme de cette association dirigée par la femme de Kagame. Il faut savoir que cette association est utilisée pour transférer, je dirais, blanchir l'argent qui est volé ou que les aides que le Rwanda reçoit et les transférer sur des comptes aux États-Unis. Donc, les sanctions qui ont été prises, c'est le début, mais ça commence déjà à avoir un effet au Rwanda, parce que les autorités rwandaises ne savent plus en fait sur quel pied danser maintenant. Il y a ceux qui prennent le dialogue, les CC, Senko, il y a l'abbé Donassé Chole qui ne veut pas condamner ouvertement le Rwanda. Il dit qu'il faut aussi condamner le gouvernement congolais, et à nous il pense que les sanctions contre le Rwanda pourraient bloquer le processus de paix, pacte républicain sur la paix, le dialogue. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, j'ai été très déçu, mais on en avait parlé, monsieur le journaliste, la dernière fois. J'avais dit que les autorités congolaises devaient se méfier de ces hommes de l'église. Ces hommes, ils roulent en fait pour le criminel de Kigali. Pourquoi je le dis? C'est parce que au Rwanda, je me souviens, j'étais encore jeune, mais je suivais les informations, la politique, comment ça se passe au Rwanda. Kagame a attaqué le Rwanda le 1er octobre en 1990, le 1er octobre. Et à ce moment-là, un mois plus tard, son armée avait été défaite et les restants de son armée étaient repartis en Ouganda. Alors, Kagame, voyant qu'il ne pouvait plus faire grand-chose, il est passé derrière et a commencé à utiliser les hommes de l'église. Et ces hommes de l'église servaient justement à propager des idées comme quoi les criminels donc, de Kagame à l'époque, le FPR, Front Patriotique Rwandais, sont partis dans la brousse, et que ces gens avaient le droit de rentrer au Rwanda. Mais ce que ces hommes de l'église sont gardés de dire, c'est qu'ils ne condamnaient jamais les crimes que Kagame commettait partout où il passait. Jusqu'à récemment, James Kabarebe a avoué que Kagame avait demandé de faire en sorte que le FPR devienne une machine à tuer. Donc, il a utilisé le mot en anglais, il a dit « a killing machine ». Donc, c'est une machine à tuer. Le FPR n'était pas un parti politique normal qui devait venir avec des idées de sortir le Rwanda de la pauvreté, comme on le disait, même si vraiment le Rwanda n'était pas le pays le plus pauvre de l'Afrique à cette époque. Mais ils étaient venus comme un killing machine, donc une machine à tuer. C'est pour ça d'ailleurs, partout où ils passaient, il n'y avait que des cadavres qui traînaient derrière. C'est comme partout où passe le M23. Il n'y a que des morts, la désolation qui reste derrière. Et ce qui m'étonne, c'est que ces gens qui prônent, qui disent qu'il faut dialoguer avec le M23, ce sont les hommes de l'église, et qu'on n'a jamais vu condamner les massacres commis par le M23. Je ne les ai jamais vus condamner les massacres à Kishishe, à Bwisha, à Ruchuru.
ces gens, ils n'ont jamais condamné ces massacres. Ils n'ont jamais condamné les massacres de 3000 personnes qui ont été tuées le premier jour que l'armée de Kagame a occupé Goma. Ils n'ont jamais condamné ces massacres. Jusqu'aujourd'hui, jour et nuit, les habitants de Goma, surtout les jeunes, ils sont tués tous les jours. Il y a les escadrons de la mort de Kagame qui sillonnent la ville de Goma jour et nuit pour chercher les jeunes congolais. On les amène. Certains sont amenés de force au Rwanda dans des camionnettes, dans des minibus fumés. Ils disparaissent, ces gens. Certains, on les amène dans la forêt de Gishwati, c'est pas loin de Gisenyi, et c'est là qu'on les massacre, on les brûle là-bas, au Rwanda. Les autres sont criblés de balles, juste à Goma. Et les autres sont tués, et on prétend avoir tué un membre du FDLR ou bien un bandit. Or, ces gens sont des jeunes qui ne veulent pas voir un étranger leur imposer sa vision des choses. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bukavu après le show de Nanga. Ils se sont attaqués à la population, ils ont lancé des grenades, ils ont tiré des barres sur la population qui était là. Donc, ces hommes de l'Église n'ont jamais condamné ces massacres. Encore une fois, messieurs les journalistes, ce qui m'a déçu, c'est de voir un ancien président, Joseph Kabila, oser parler et dire que son excellence Tshisekedi est responsable parce que il essaie de lui accuser de tous les maux, alors que lui, quand il était au pouvoir, tous ces groupes armés ont été créés quand M. Kabila était au pouvoir. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la RCD, CNDP, M23 sont nés avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, ça prouve indirectement que ce monsieur Kabila entretenait ces groupes armés justement pour rester au pouvoir. Maintenant qu'il voit que Kagame, d'ailleurs, son chef, le vrai chef de Kabila, Joseph Kabila, c'est Kagame. Il ne faut pas oublier que Kabila, c'est le garde du corps de Kagame. Et maintenant qu'il voit que son chef est au pouvoir, est mal en point, que tous ces maîtres d'hier le condamnent aujourd'hui et commencent à prendre des sanctions, il commence à s'attaquer au président qui veut que le Congo sorte justement de ce, je dirais, cycle de violence. Or, c'est le moment de se battre pour le Congo, et lui, il s'attaque au président. Jacques Atumbi, qui écrit, qui parle de tout et de n'importe quoi. Là, je pense qu'ils se sont montrés maintenant, ils ont montré pour qui ils travaillent. Et moi, honnêtement, je demanderai aux autorités congolaises de prendre des mesures, s'il faut lancer des mandats d'arrêt contre Kabila. Parce que c'est pas normal que ce gars continue à se balader à gauche à droite, alors qu'il est responsable de la situation qu'on connaît aujourd'hui au Congo. Voilà ce que je peux dire, messieurs les journalistes. Donc, je condamne tous ces gens qui disent qu'il faut dialoguer avec les terroristes. Je n'ai jamais vu un pays ici en Occident aller dialoguer avec les terroristes de Boko Haram ou bien, que sais-je, qui lancent des bombes, qui tuent la population, qui violent, s'il vous plaît, qui violent les filles et les dames et un peu partout à l'est du Congo. Ça serait un crime de plus que tous ces gens qui prennent le dialogue avec ces terroristes et commettent. Et pour moi, ils doivent être condamnés et d'ailleurs amenés devant la justice. Donc pour vous, aujourd'hui, la solution reste militaire. Cependant, il y a déjà le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce gouvernement peut apporter l'espoir pour la population congolaise? Alors, je suis pour cette solution et je remercie beaucoup M. Fayoulou qui a, honnêtement, ce monsieur, on voit qu'il ne se bat pas pour ses intérêts personnels, mais le fait qu'il a dit qu'il était prêt à rejoindre le gouvernement de l'unité ou qui travailler avec le pouvoir en place, ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Alors, je pense que le président de la République fait une ouverture
pour que ceux qui veulent se battre pour que le Congo vive et traverse cette situation et s'en sorte comme un indépendant, ces gens, je les soutiens. Je soutiendrai toujours ceux qui prônent le Congo, un seul Congo est indivisible. Et je pense, à part les Katumbi, les Kabila, Joseph Kabila, et certains évêques qui, je pense, pour moi, je trouve que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, qui devraient apprendre l'histoire du Congo, et peut-être ils arrêteraient de travailler pour l'ennemi. Et ces gens, vraiment, il faut les soutenir. Je ne dis pas qu'ils ont toujours de bonnes idées. Il y a des critiques, par exemple, que Fayulu fait, et je trouve que ça ne sert pas la nation congolaise, mais tous ces gens qui disent qu'il faut que les gens se mettent ensemble et travaillent pour l'intérêt des Congolais, que la guerre s'arrête à l'est du Congo, ces gens, ils sont à soutenir. Donc, quand le messieurs donc, de la CENCO critique le pouvoir et que le président dit je vais qu'on lance un gouvernement d'unité nationale, je me demande si ces gens qui ne soutiennent pas ces idées ne devraient pas d'ailleurs quitter le Congo et aller s'installer à Kigali, parce que c'est ce que Kigali veut. Voilà, messieurs les journalistes, je soutiens l'idée du président de la République, le gouvernement de l'Union nationale, que chacun a contribué à solidifier l'unité du Congo et pour que la guerre s'arrête. Alors, tu me demandes si la solution serait militaire. Je pense que la solution, il y a deux solutions que je trouve devant moi. Et la première solution que je vais vous donner est déjà en cours de réussite. C'est la solution d'abord diplomatique. Quand vous voyez ce que la ministre des Affaires étrangères fait, c'est un travail louable et un travail incroyable. Ça prouve que c'est une dame que le Congo, dont le Congo avait besoin jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a réussi à mettre le Rwanda à genoux, le Rwanda de Kagame à genoux. Et la communauté internationale maintenant comprend quand le Congo parle. La communauté internationale suit. Quand je dis la communauté internationale, ce sont ces pays puissants qui écoutent maintenant le Congo. La deuxième solution, c'est malheureusement, ça doit être militaire. Et même s'il faut des négociations, on va négocier avec le Rwanda et il faut que le Congo soit en position de force, en position d'imposer sa vision des choses parce que c'est le Congo, c'est les intérêts du Congo qui sont en jeu. Il faut que le Congo ait son dernier mot à dire et que Kagame et ces criminels qui sont à Kigali écoutent ce que le Congo veut. Donc, la solution, donc pour moi, il y a deux solutions combinées ensemble, diplomatique et militaire. La diplomatie, ça réussit très bien. Et militaire, maintenant, il faut mettre en place une solution militaire. Et donc là, c'est l'armée qui peut parler. Mais voilà comment je vois les choses, monsieur le journaliste. Monsieur Gaston, bientôt là, il y a le Wazalendo qui se bat maintenant là à Bukavu. Bientôt, la ville de Bukavu sera récupérée et la ville de Goma. Quelles sont vos émotions, vos sentiments à cet instant? Messieurs, ça fait plaisir parce qu'il faut savoir que les Wazalendo, ce sont les enfants du pays qui se battent pour libérer leur pays. Leur pays envahi par l'ennemi, l'armée de Kagame. Ce n'est pas dans l'histoire que le monde a traversé, c'est pas la première fois qu'il y a des enfants du pays qui se battent comme ça. Ici, en Occident, ça existait, ce qu'on appelait les résistants. D'ailleurs, il y a on commémore déjà ici en Occident les résistants qui ont été tués par les nazis à gauche à droite. Ces gens, ils ont permis aux Européens de se libérer des nazis qui avaient occupé l'Ouest, toute l'Europe jusqu'à Moscou. Donc, ça fait plaisir de voir que ces jeunes résistants, ces enfants du pays, ils se battent. Ce ne sont pas des militaires de carrière, ce sont déjà des enfants du pays
qui portent le Congo dans leur cœur. Vous savez, je l'avais dit ici à plusieurs reprises, j'avais dit que Kagame pouvait arriver à Kinshasa. Il pouvait conquérir peut-être tout le Congo, mais il ne va jamais conquérir le cœur des Congolais. Et quand il n'a pas réussi à conquérir le cœur d'un peuple, qui ne peut pas conquérir leur pays. C'est comme au Rwanda. Kagame a conquis le Rwanda. Il a pris le pouvoir par la force. Mais 30 ans après, Kagame n'a jamais réussi à conquérir le cœur des Rwandais. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Rwandais seraient contents de voir ces criminels chassés du pouvoir. À part une petite minorité qui est proche de Kagame. J'en ai parlé tout à l'heure, des extrémistes vraiment qui sont au pouvoir, qui massacrent les Hutus, les Tutsis et les Tutsis au Rwanda, sans distinction. À part ces gens-là, sinon le reste de la population rwandaise n'est pas pour cette guerre. Rappelez-vous, il y a un chanteur rwandais qui s'appelait Kizito, que Kagame a tué d'ailleurs, si je me souviens bien, en 2020, parce qu'il avait chanté une chanson dans laquelle il disait « Mes frères congolais, il faut qu'on arrête cette guerre, il faut qu'on se mette ensemble. » Et Kagame l'a tué. Donc, pour vous dire que Kagame n'aura jamais le cœur des Congolais. Alors, quand il voit les jeunes, les Ouazalendo, se battre, d'ailleurs pousser l'ennemi comme ça ne peut que nous remonter le moral en nous disant, en fait, le Congo a ses enfants, le Congo ne tombera jamais dans les mains des criminels parce que il a ses propres enfants qui se battront jusqu'à la fin. Et ces enfants, Kagame peut-être il va en tuer certains, mais il ne pourra jamais les tuer tous et le Congo survivra. Merci beaucoup, Monsieur Gaston. On continue avec l'émission. Aujourd'hui, là, que faut-il faire vraiment avec Kagame pour que l'Afrique puisse retrouver sa paix et l'Est de la République démocratique du Congo soit calme? Est-ce qu'il faut l'éliminer physiquement ou bien quelle disposition prendre contre Paul Kagame? Alors, c'est une question qui n'est pas facile, monsieur le journaliste, mais je peux vous dire ce que moi je pense. Je n'ai jamais souhaité qu'un Africain soit éliminé ou soit tué. Mais quand on en arrive où on en est, surtout dans la région de Garac, depuis que Kagame est au pouvoir, la région de Garac n'a jamais connu la paix. Rappelez-vous, on en a parlé la dernière fois, et c'est le seul président, enfin, c'est la seule personne au pouvoir, parce que j'ai du mal à appeler ce voyou président, qui a à sa compte plus de 4 présidents qu'il a tués. Il en a menacé 3 ou 4 encore. Oui, il en a menacé. Donc, quand vous voyez, il a menacé le Jakaya Kikwete, l'ancien président tanzanien. Il a menacé. Il avait menacé Museveni de le tuer. Il avait menacé Nkurunziza du Burundi de le tuer. Il a menacé le dernier mandat Yishimye du Burundi aussi. Et il a menacé Tshisekedi. Donc, tous ces présidents n'ont jamais attaqué le Rwanda. Mais Kagame les menace. Donc, pour moi, tuer Kagame, c'est le dernier recours qu'on puisse faire. Mais j'aurais aimé qu'il soit arrêté, amené devant la justice, qu'il soit jugé pour les crimes qu'il a commis. Personnellement, je trouvais que tuer Kagame, c'est lui rendre un service qu'il ne mérite pas. Il faut l'arrêter vivant. Vous savez, si les Russes avaient pu arrêter Hitler de son vivant, on aurait pu au moins savoir ses motivations. On sait que Kagame, c'est un criminel comme tant d'autres, mais lui, je le dis souvent, c'est pire que les nazis. Alors, peut-être, il peut dire pourquoi il prend du plaisir à tuer. Il n'a pas tué que les Africains, hein. Il a tué les Européens, les Espagnols, les Français, les Belges, les Américains, les Australiens. Il a tué quasiment partout. C'est pour ça que je dis, même Hitler n'a pas fait mieux que Kagame. Donc, Kagame, c'est pire. Moi, j'aurais aimé qu'on l'arrête vivant et qu'on le juge, qu'au moins, il entende les crimes qu'il a commis partout dans le monde. Vous vous imaginez, aujourd'hui, c'est la seule personne qui a tué plus de 12 millions Congolais et il est au pouvoir.
jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, il est au pouvoir parce qu'il a eu le soutien de ses maîtres qui commencent à le lâcher maintenant. C'est pour ça d'ailleurs j'aurais aimé qu'on l'arrête et qu'il soit jugé. Mais faute d'y arriver, l'éliminer physiquement aussi, c'est une solution pour que la région connaisse la paix, monsieur le journaliste. La région, aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, il y a des dossiers qui brillent. On dit qu'il y a d'autres gouverneurs qui coopèrent avec Nanga via Joseph Kabila Kabange. Est-ce que arrêter Joseph Kabila Kabange pourrait aussi amener quelque chose de bien? Alors, pour moi, il faut arrêter Joseph Kabila Kabange pour le soutien au terrorisme contre le peuple congolais. Ça, je pense que les spécialistes dans le droit peuvent le faire. Mais moi, ça ne m'étonne pas, vous savez, Kabila Kabange, c'est un Rwandais. Ça, ils ne font pas se le cacher. Non, mais il a toujours dit qu'il était congolais. Oui, mais bon, vous savez, monsieur James Kabarebe, à un moment donné, il était congolais. Il était chef des armées. Et donc, Kabila Kabange, c'est pareil. Il a été président, mais quand on voit ses déclarations aujourd'hui, on comprend très bien pour qui il a travaillé. Il y a des photos, il y a des images, il y a les gens qui ont travaillé avec lui dans le service de sécurité de Kagame. Donc, il a toujours été proche de Kagame, il a été son garde du corps pendant des années. Kagame lui-même, il a dit, à un moment donné, vidéos peuvent être trouvées où Kagame déclare que les gens qui sont à Kinshasa sont, c'est lui qui les a formés, ce sont ses boys, comme il aimait le dire. Donc, il parlait de Kabila. À l'époque, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Si je me souviens bien, c'était en 2016, je crois, 16 ou 17. Donc, cette personne, pour moi, personnellement, je trouve qu'il devrait être arrêté. Mais l'arrêter ne va pas forcément ramener la paix à l'Est du Congo. Parce que ce qui peut ramener la paix à l'Est du Congo, messieurs les journalistes, c'est neutraliser le système de Kigali et de Ouganda. Tant que ces gens sont au pouvoir, tant que Kagame est au pouvoir, tant que Museveni et son fils sont au pouvoir en Ouganda, la région de Karak ne va jamais connaître la paix. Parce qu'il ne faut pas oublier que le patron de Kagame aussi, c'est Museveni. Et le gars qui était chargé de renseignement en Ouganda, avant que Kagame ne vienne au Rwanda, c'était Kagame qui faisait les rapports à Museveni. Donc, il faut que le système installé à Kampala et à Kigali soit démantelé. Peut-être politiquement ou physiquement, mais il faut absolument que les gens conscients qui veulent la paix dans la région du Karak s'arrangent pour trouver une solution. Vous savez, Kagame menace les présidents des pays limitrophes. Je ne comprends pas pourquoi ces gens ne feraient pas tout aussi pour menacer Kagame, s'il le faut, l'éliminer. Parce qu'il élimine les autres. Qu'est-ce qu'ils attendent pour ramener la paix dans leur pays? S'il faut y arriver physiquement, y arriver. Vous me posez la question pour l'arrestation de Kabila, si ça peut ramener la paix. Il va s'opposer en victime cette fois-ci. Mais si vous éliminez le système de Kigali, il va fermer sa bouche pour de bon. Parce qu'il parle comme ça, parce qu'il sait très bien qu'il y aura toujours des manigances du pouvoir de Kigali. Et s'il est menacé physiquement, il va aller se cacher chez lui au Rwanda. Donc, je n'ai jamais vu un pays attaqué comme ça et un entier chef d'État ne défend pas son pays. Il s'attaque au pouvoir qu'il a remplacé, soit en disant parce qu'il ne fait pas ce que lui il veut. Et peut-être Kabila pensait qu'une fois qu'il allait quitter au pouvoir, et Tshisekedi allait être à son service, à ses bottes, et continuer à diriger le pays via Tshisekedi. Tshisekedi, c'est l'enfant du pays. Il sait pourquoi il se bat. Il se bat pour son peuple. Kabila ne se battait pas pour son peuple, sinon on n'aurait pas eu des brassages de l'armée rwandaise qui vient infiltrer l'armée congolaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des difficultés dans certains coins, parce que Kabila a planté ses pions quasiment un peu partout. Sinon, on aurait pu chasser l'ennemi facilement.
Paul Kabila n'a fait que faire entrer l'armée de Kigali dans l'armée congolaise. Et voilà, le résultat est là. Moi, je pense qu'il devrait être arrêté pour haute trahison. Mais c'est pas ça qui va ramener la paix, monsieur le journaliste. La paix viendra quand on aura chassé Kagame du pouvoir. Merci beaucoup. Bientôt, c'est la fin de cette émission. On prend cette dernière question. Il y a eu l'entrée de l'armée ougandaise dans l'Ituri. Ils sont à Bunia, Mahagi. Est-ce qu'on peut craindre l'arrivée de cette armée sous le sol congolais? L'armée ougandaise est déjà sur le sol congolais et ça, c'est un problème. Moi, je pense que les autorités congolaises devraient demander officiellement que l'armée ougandaise quitte le sol congolais. Seulement, il faut savoir que cette arrivée ne me surprend pas parce que le fils de Museveni l'avait bien dit. Il avait bien dit que si on s'attaquait à l'armée de son oncle, c'est comme ça qu'il appelait Kagame, que lui aussi, il allait riposter et s'il le faut, entrer en conflit directement avec la personne qui attaquerait de l'armée de son oncle. Maintenant qu'il voit que l'armée de son oncle, donc l'armée rwandaise, est en difficulté partout où elle se trouve, au Congo, mais il fait entrer l'armée. Il ne faut pas oublier ce monsieur, celui qui commande l'armée ougandaise. Il l'a fait entrer sur le sol congolais. Et ça, il avait même déclaré, il avait dit, il a écrit. Donc, il n'est pas là pour faire du bien au peuple congolais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ADF, c'est leur création. Maintenant, ils entrent officiellement, sans autorisation d'ailleurs, sur le sol congolais. Je n'ai jamais vu une autorisation émanant des autorités congolaises autorisant l'armée ougandaise à entrer sur le sol congolais. Qu'est-ce que cette armée vient faire? On ne sait pas. On sait très bien que l'armée rwandaise entre sur le sol congolais via l'Ouganda en mettant l'uniforme de l'armée ougandaise. N'oubliez pas les déclarations d'un général ougandais. Il dit un général ougandais, mais sa mère apparemment, je dis apparemment, non, sa mère est rwandaise, son père est ougandais. Cette armée avait menacé, à l'époque, quand les forces de l'EAC étaient à Goma, ce général avait menacé les Wazalendo. Il avait dit que les Wazalendo étaient des voyous, que s'ils se mettaient encore devant sa jeep, il allait les pulvériser avec son arme. Donc, il est sur le territoire congolais, il vient pour protéger la population, mais au lieu de s'attaquer aux criminels qui sont en train de violer, c'était à Kishiché, et au lieu de s'attaquer aux terroristes qui violaient, qui massacraient les civils, il avait, dans sa ligne de mire, il avait les Wazalendo. Et ça, c'est un général ougandais. Maintenant, la même armée qu'on a chassée parce qu'ils étaient dans l'EAC, on leur avait demandé de partir, ils étaient partis. Maintenant, cette armée revient de force, parce qu'on n'a pas autorisé à venir, de force, occuper une région du Congo. Pour moi, les autorités congolaises devraient prendre des mesures, sinon, demander officiellement que cette armée quitte le sol congolais. Si elle refuse alors mettre les moyens et les chasser, voilà, de force. Je ne pense pas que l'armée ougandaise soit plus forte que l'armée congolaise, parce que je pense que l'armée congolaise peut mettre en déroute l'armée ougandaise. Seulement, se battre sur les défauts, c'est compliqué. Maintenant, il faut mettre dans le combat diplomatique, il faut inclure aussi l'Ouganda, parce que l'Ouganda a envahi le territoire congolais, parce qu'il n'a pas été invité. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot et un message à toute la population de l'Est de toute la République qui nous a suivis. Merci. Ce que je peux dire, monsieur le journaliste, je ne peux commencer par vous remercier pour m'avoir invité, pour m'avoir demandé ce que je pensais de cette situation. Et je dirais aussi aux autorités congolaises de garder tête froide. Le combat pour sauver le Congo, ce n'est pas un combat facile, mais c'est un combat noble que les autorités congolaises vont gagner à coup sûr. Et les autorités congolaises doivent savoir aussi que derrière eux,
il y a un soutien de la population rwandaise, de la population congolaise et de la population burundaise parce que il faut savoir que le Congo ne se bat pas qu'avec le petit Rwanda, mais c'est toutes les grandes puissances qui ont attaqué le Congo via le petit Rwanda. Il faut savoir qu'il y a en Afrique aussi, c'est une armée ougandaise, rwandaise, kenyane, sud-soudanaise qui a attaqué le Congo. Ce n'est pas un combat facile, mais c'était un combat dans lequel d'ailleurs le Congo tient tête et le Congo commence à gagner ce combat. Voilà. Quand c'est facile, tout le monde le fait, mais ce n'est que quand c'est difficile que l'homme prouve qu'il est fort, c'est un homme de la situation. Et là, vraiment, Tshisekedi a prouvé que c'est un homme de la situation. Diplomatiquement, il a mis à genoux tous ces criminels qui férissent dans la région de Granada. Et il mérite notre soutien parce que ça, en restant unis ensemble, Congolais, Rwandais, Ougandais, Burundais, consentira. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, messieurs les journalistes. Et je terminerai en disant que parmi les ennemis du Congo, il ne faut pas oublier William Ruto, le président kenyan, parce qu'il y a même un sénateur kenyan qui avait posé la question, qui lui demanda d'arrêter de soutenir le M23 parce que le M23 venait s'approvisionner à Nairobi. Et donc, voilà, le Congo se bat donc contre tous ces pays. Et ça prend du temps, mais la solution finale sera une solution qui va permettre aux Congolais de vivre dans la paix et le Congolais sera respecté partout dans le monde. Voilà, messieurs le journaliste, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, monsieur Gaston. Nous rappelons que vous êtes notre analyste depuis quelque part. Merci pour vos analyses. Merci pour toutes vos réponses et surtout, merci de nous rester fidèles. Merci pour votre invitation. C'est un honneur, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Le pays et nous devons tous nous réunir derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi pour gagner cette guerre. Cette guerre, je l'ai toujours dit, est Kozongakati côté Outa et le Rwanda aura à payer. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et restez fidèles à Congo Live TV. Merci. Audio